En 1952, 3 ans après l'explosion de la première bombe atomique soviétique, les États-Unis mettent au point une bombe à hydrogène, la bombe H. C'est le début de la course aux armements nucléaires et l'ère de la guerre froide. Le 6 février 1952, le Royaume-Uni est en deuil. Le roi George VI vient de mourir. La princesse Elisabeth interrompt son voyage au Kenya pour lui succéder. La France, quant à elle, s'enlise dans la guerre d'Indochine, qui a débuté 6 ans plus tôt. Néanmoins, le pays reprend confiance en lui et honore ses anciens combattants. Cette année-là, les plages françaises attirent un nombre considérable de vacanciers, parmi lesquels de nombreux touristes étrangers. C'est ainsi que les Britanniques sont de plus en plus nombreux à traverser la Manche. À la recherche du soleil, certains descendent même jusque dans le midi de la France. Le 5 août 1952, tôt dans la matinée, les gendarmes d'Oraison sont appelés sur le territoire de la commune de Lurs. Le village se situe à quelques kilomètres au nord de Digne. C'est un village de Haute-Provence semblable à ceux que Jean Giono a dépeints dans ses romans. À leur arrivée sur les lieux, les gendarmes découvrent les corps d'une famille anglaise qui campait au bord de la nationale, à une centaine de mètres de la ferme, la Grand-Terre. Les corps sont ceux de la famille Dremont. Sir Jack, 61 ans, sa femme Anne, 46 ans, et leur fille Elisabeth, 10 ans. La veille au soir, ils ont arrêté leur voiture pour camper au bord de la nationale 96. Le corps de Lady Dremont, en chemise de nuit, est retrouvé gisant près de la voiture, à demi recouvert par un plaid. Celui de son mari, étendu de l'autre côté de la route, est recouvert d'un lit de camp qui a dû être jeté sur son cadavre. Le corps de leur fille Elisabeth, gisant à plusieurs dizaines de mètres de là, sur le talus qui descend vers la Durance après la sortie du pont de Pierre. Lady Dremont a reçu 3 balles dans la région du cœur. Son corps repose à côté de son lit de camp. Son mari a lui aussi été atteint à la poitrine ainsi que dans le dos et il a été blessé à la main. Quant au corps d'Elisabeth, il ne porte pas de traces de balles, mais son crâne, fracassé, porte la marque d'au moins 2 coups donnés à l'aide d'un objet contendant, alors que la fillette cherchait probablement à s'enfuir. Gaston Dominici, le propriétaire de la ferme voisine, la Grand-Terre, âgé de 75 ans, cultive les champs et élève des chèvres et des moutons avec sa femme Marie. Leur deuxième fils, Gustave, sa femme Yvette et leur nouveau-né vivent avec eux et les aident à s'occuper de la ferme. C'est Gustave qui découvre le corps de l'enfant peu après 5 heures du matin. Il demande alors à un motocycliste d'aller prévenir les gendarmes. Le commissariat le plus proche se trouve à Nice, mais celui-ci manque d'effectifs. La demande est donc transmise à Marseille. Le commissaire Edmond Sébeil n'arrive à Lurs qu'aux environs de 13h30. Il lui a fallu constituer une équipe et faire ensuite le chemin depuis Marseille. Pendant ce temps, le lieu du crime est envahi par les curieux et les journalistes de la région. Le site piétiné et la voiture fouillée. La foule est là comme au spectacle.
Le docteur Dragon arrive d'un village voisin pour examiner les corps. Il note auprès du commissaire Sebeil que les pieds nus de l'enfant sont propres et ne portent aucune écorchure. Dans ce cas, comment Elisabeth a-t-elle pu, comme on l'a dit, courir une centaine de mètres pour échapper à son agresseur? Un peu plus tard, près de la voiture, la police retrouve 4 douilles. 2 d'entre elles sont intactes. L'arme du crime est donc une carabine automatique dont le tireur devait mal connaître le fonctionnement. À 16 h, le commissaire Sebeil demande aux inspecteurs d'entreprendre des recherches du côté de la Durance. C'est dans la rivière que les inspecteurs trouvent l'arme du crime. Celle-ci est en morceaux, mais il leur est facile de la reconstituer. Il s'agit d'une carabine de marque Rock-Ola, sans aucun doute un vestige américain des combats de la Libération. Peut-on relever des empreintes digitales sur une arme dès lors qu'elle a séjourné près de 12 heures dans l'eau? Pour le commissaire Sebeil, la réponse doit être non, puisqu'il décide de ne pas procéder à un tel relevé. Dans sa première déposition, Gustave Dominici admet avoir entendu éclater 5 ou 6 coups de feu vers 1 h du matin, mais il dit qu'il a eu peur d'aller voir ce qui se passait. Il se lève vers 5 h et va constater si les travaux d'irrigation de la ferme qu'il a effectués la veille ont causé des dégâts sur le talus de la voie ferrée. La route qu'il emprunte pour s'y rendre l'emmène près du corps sans vie d'Elisabeth. Mais, fait surprenant, il ne va pas vérifier si ses parents sont sains et saufs, car il pense que c'est eux qui ont tué la fillette. Il remonte aussitôt vers la route pour appeler à l'aide. C'est là qu'il fait signe aux motocyclistes de s'arrêter. Afin de subir une autopsie, les 3 corps sont enlevés et transportés à l'hôpital de Fort-Calquier aux environs de 16 h. Les conclusions des médecins indiquent que les 3 victimes ont été tuées en même temps. Elles sont en contradiction avec celles du docteur Dragon, qui le matin a noté une large différence de rigidité entre les corps des parents et celui de la fillette. Selon le docteur Dragon, Elisabeth a donc été tuée plusieurs heures après. Mais d'autres médecins affirment que son jeune âge peut être la cause de la différence de rigidité. L'enfant a donc pu être tué en même temps que ses parents. La police commence à interroger les habitants du coin et les automobilistes qui ont emprunté la nationale 96 la nuit où les Dromont ont été assassinés. Mais qui étaient les Dromont? Avant la guerre, Jack enseigne la biochimie à l'université de Londres. Puis pendant la guerre, il travaille au ministère du Ravitaillement où il a pour mission d'élaborer une alimentation rationnelle pour les armées en campagne. C'est dans les derniers mois de la guerre qu'il réalise sa plus grande invention, un mélange liquide de protéines qui peut être injecté dans les veines. Le mélange Dromont permit de sauver des milliers de déportés. En 1942, il publie L'alimentation de l'anglais, un guide diététique coécrit avec sa femme, qui a été plusieurs fois réédité et qui continue de faire référence en Angleterre. Après la guerre, Jack Dromont récolte les honneurs. Il est admis à l'Académie des sciences de New York. En août 1952, les Dromont passent des vacances itinérantes dans le sud de la France. Le 1er août, après avoir quitté Digne, Sir Jack met le cap sur Villefranche où des amis ont loué une maison. Le 4 août, les Dromont repartent une journée à Digne où ils ont prévu d'assister à une charlottade, une corrida sans mise à mort de l'animal. Ils ont également promis à Elisabeth de camper sur le chemin du retour. Comme ils s'attardent à Digne plus longtemps que prévu, ils se trouvent obligés d'établir leur campement à un endroit quelque peu isolé. Sir Jack et son épouse ont prévu de coucher à la Belle Étoile et de faire dormir leur fille dans la voiture. Gaston Dominici déclare avoir remarqué la présence des campeurs anglais le soir du meurtre en regagnant la ferme avec son troupeau. Gustave dit également les avoir vus en allant inspecter les fameux dégâts causés par l'eau. Les Dromont étaient alors en train de se changer pour la nuit. Les 2 hommes mentionnent qu'un motocycliste s'est arrêté devant leur ferme vers 11 h du soir et a appelé en langue étrangère. Ne comprenant rien, personne ne lui a répondu et il est reparti. Gaston admet lui aussi qu'il a entendu des coups de feu vers 1 h du matin, mais, pensant qu'il s'agissait de braconniers, il s'est rendormi. Le 4 juillet a été une journée d'arrosage pour les Dominici, donc une journée fort remplie car pour des raisons d'économie d'eau, les paysans n'ont le droit d'arroser leur culture qu'à tour de rôle. Des voisins et amis étaient venus pour l'occasion, mais la police n'établit pas avec précision qui était présent à la ferme le soir de la tragédie. Pas plus qu'elle n'examine une paire de pantalons retrouvés en train de sécher dans la cour de la ferme après les meurtres, alors que Gaston comme Gustave nient en être les propriétaires. Néanmoins, l'enquête de la police se concentre sur les Dominici, car le commissaire Sebeil trouve qu'il existe trop de contradictions et d'invraisemblances dans les témoignages qu'ils ont apportés.
Il est étrange que Gustave ait, comme il le dit, découvert par hasard le corps d'Elisabeth alors qu'il se rendait directement sur la voie ferrée. Le corps était étendu à plusieurs mètres du chemin. Pour le voir, Gustave a forcément dû faire un détour, ce qu'il dément. Pourtant, si Gustave a été, comme il le dit, trop effrayé pour aller voir d'où venaient les coups de feu durant la nuit, il est tout à fait logique qu'il ait pris la peine le lendemain matin d'aller vérifier si les campeurs allaient bien. Bien que les tentatives pour retrouver le propriétaire de la carabine américaine ne mènent à rien, le commissaire Sebeil reste convaincu que l'assassin est quelqu'un du pays. Les paysans ne sont pas du tout disposés à collaborer avec Sebeil. Les Dominici, quant à eux, n'apportent à ces questions que des réponses évasives ou contradictoires. C'est ainsi que Gaston affirme avoir vu le sidecar qui, la nuit du crime, s'est approché de leur ferme, tandis que Gustave prétend que personne n'est allé voir à la fenêtre. Toutefois, les témoignages de personnes extérieures au village affirmant avoir vu quelque chose la nuit du crime se bousculent. Un chauffeur de camion, Lucien Duc, a aperçu un homme d'une quarantaine d'années, de grande taille, bien bâti, rôder près de la voiture des Dremont. Il est alors minuit 20. 2 autres conducteurs déclarent avoir vu des silhouettes se déplacer dans le terrain de camping improvisé vers 2 heures du matin. 2 journaux, le quotidien britannique Sunday Dispatch et le journal français Samedi Soir, offrent des récompenses atteignant à elles deux 1 million de francs. On pose même des affiches. La police est sûre que la cupidité délira vite les Landes. Mais c'est bien mal connaître les paysans provençaux. Dès les premières heures, les Dominici se trouvent dans la ligne de mire des enquêteurs. Des plaintes s'élèvent dans la presse communiste, accusant la police de mener campagne contre les Dominici à cause de leur sympathie politique. De nombreux journalistes surnomment Sebeil commissaire tourne en rond. Pendant la guerre, la vallée de la Durance a été un puissant bastion de résistance et Gaston Dominici a en effet appartenu à un groupe de résistants communistes. Après la libération, la région a été témoin de violents combats. Les habitants de la commune de Lurs n'ont pas rendu leurs armes. Des collabos ont été tués et des règlements de compte ont eu lieu entre résistants. Mais qui est Gaston Dominici? Né à Digne en 1877, il est le fils naturel d'un immigré italien. Après une brève scolarité, il devient berger. Il effectue son service militaire en 1898 à Lyon, et c'est là le seul moment qu'il passera loin de son pays natal. Il se marie en 1903 avec Marie-Delphine Germain, qui est enceinte d'un autre homme. 6 ans plus tard, il est déjà père de 4 enfants. Gaston travaille sans relâche comme berger et comme ouvrier agricole. En 1932, il fait l'acquisition d'une ferme La Grande-Terre. Bien qu'elle soit modeste, c'est plus qu'un fils d'immigré sans le sou pouvait espérer lors de son départ dans la vie. Gaston Dominici, c'est le patriarche par excellence. Bien que Gustave soit le seul de ses enfants à vivre encore chez lui, la plupart des autres vivent dans le voisinage, et Gaston maintient son emprise sur le clan familial. Lorsque la police est informée par une voisine que Paul Maillet, un ami des Dominici, possède chez lui un fusil qui ressemble à l'arme du crime, l'enquête prend une nouvelle tournure. Une fouille permet de trouver 2 mitraillettes illégales qui datent de la guerre. Par peur des représailles et sous pression, Paul Maillet finit par révéler ce qu'il sait. Gaston lui a confié que la fillette vivait encore quand il a découvert son corps et que c'est même ses râles qui ont attiré son attention. Gustave lui a également confié qu'il a vu bouger le bras gauche de l'enfant et que, pris de panique, il est revenu en courant à la ferme où il a tout raconté à sa mère et à sa femme. Pourtant, personne n'a appelé le docteur. Maillet affirme aussi que Clovis, l'aîné des fils Dominici, a entendu Gustave parler de sa découverte. Clovis explique au policier qu'il a gardé le secret pour éviter des ennuis à son frère. Confronté au témoignage de Maillet, Gustave finit par avouer mais continue à insister sur le fait qu'il a trouvé la fillette après 5 heures du matin. Or, les médecins sont convaincus qu'Elisabeth n'a pas pu survivre plus d'1 heure à ses blessures et qu'elle a été tuée en même temps que ses parents. Puisque les coups de feu ont retenti à 1 heure du matin, ce que Gustave lui-même a confirmé, c'est au plus tard à 2 heures du matin qu'il se trouvait sur le lieu du crime, et non après 5 heures. On arrête Gustave sur le champ. Il est inculpé pour non-assistance à personne en danger. Son procès débute le 13 novembre 1952 au palais de justice de Digne. Dès l'ouverture du procès, le juge précise que Gustave est seulement jugé pour s'être rendu coupable de n'avoir pas prêté assistance à la fillette. Aucun autre témoin ne sera entendu. Gustave affirme avoir gardé le silence sur l'état de l'enfant lorsqu'il a découvert son corps, par crainte d'être suspecté du meurtre. La police ne peut avancer aucune preuve pour contredire son argumentation. Tandis que la foule attend dehors, le tribunal délibère pendant près d'1 heure. Puis,
suspend son verdict pendant une semaine. Gustave est finalement condamné à 2 mois de prison. La police est certaine que Gustave ment. Mais au début de l'année 1953, elle est bien loin d'être en mesure de résoudre l'énigme qui entoure le triple meurtre. Les critiques se font de plus en plus nombreuses dans la presse, mais le commissaire Sebaï reste convaincu que tôt ou tard, des tensions au sein de la famille Dominici apporteront du nouveau à l'enquête. En effet, au mois de mars 1953, le neveu de Gustave, qui est aussi le petit-fils de Gaston, Roger Perrin, alors âgé de 17 ans, laisse échapper que Lady Dromont et sa fille sont venus chercher de l'eau à la ferme la nuit du meurtre. Sachant que la mère de Roger Perrin et Gaston Dominici s'entendent plutôt mal et que l'adolescent est un menteur notoire, le commissaire Sebaï ne divulgue pas cette nouvelle information. Mais elle semble résoudre une question qui le préoccupe. Pourquoi Elisabeth n'a-t-elle pas essayé de chercher de l'aide à la ferme lorsqu'elle a été attaquée? D'autant que la ferme n'était qu'à une centaine de mètres de la voiture. Pour s'être précipitée vers la direction opposée, Elisabeth a certainement dû penser que son agresseur venait de la Grande-Terre. Quelques 6 mois plus tard, un policier vigilant vérifiant les déclarations des témoins s'arrête sur la déposition de l'un d'entre eux qui a déclaré que le corps de Lady Dromont était allongé le long de la voiture quand il est passé près du campement à 7 heures du matin. Cependant, lorsque la police est arrivée, le corps était placé perpendiculairement au véhicule. Quand on lui montre des photos, le témoin confirme que le corps a dû être déplacé. Le 12 octobre, le commissaire Sebaï convoque les Dominici. L'interrogatoire auquel est soumis Gustave dure 30 heures. On le confronte de nouveau au témoignage de Paul Maillet, à la nouvelle déposition révélant que le corps de Lady Dromont a été déplacé et à la déclaration de Roger Perrin. Il craque peu à peu, reconnaissant avoir déplacé le corps de Lady Dromont, mais seulement pour vérifier qu'elle était morte. Puis, le 13 dans l'après-midi, Gustave s'effondre. Il révèle que son père, Gaston, a reconnu avoir tué la famille Dromont suite à une dispute avec Sir Jack. Clovis confirme. Son père lui a également confié être l'auteur du triple meurtre. Lorsqu'il est confronté au témoignage de ses fils, Gaston les accuse de lâcheté et nie tout. Mais après plus de 20 heures d'interrogatoire, lui aussi cède, avouant qu'il est sorti ce soir-là avec sa carabine Rocola pour tuer des taupes. Il a épié Lady Dromont qui se déshabillait et l'a abordée. Le mari est intervenu, s'est mis en colère, ils se sont empoignés et un coup de feu est parti, blessant Sir Jack à la main. Gaston lui a ensuite administré 2 coups de feu, puis s'est débarrassé de Lady Dromont d'un seul coup de feu. Comme la fillette s'est enfuie en courant, il s'est lancé à sa poursuite et l'a frappé à mort avec la crosse de sa carabine. Sous la force des coups, l'arme s'est brisée. Mais ces aveux laissent le commissaire Sebaï plutôt sceptique. De nombreux détails, comme le nombre des coups de feu et l'heure des meurtres, sont invraisemblables. Sebaï est persuadé que le meurtre a été prémédité et que Gaston cherche à couvrir sa famille. Néanmoins, il organise une reconstitution du crime. Pendant la reconstitution de la poursuite contre la fillette, Gaston s'enfuit vers le pont du chemin de fer et essaye de se jeter par-dessus bord. Le juge Périès inculpe Gaston Dominici pour le triple meurtre des Dromont, persuadé que sa tentative de suicide est le signe de sa culpabilité, ce dont Sebaï, lui, n'est pas du tout convaincu. Le procès de Gaston Dominici se tient le 17 novembre 1954 à Digne, devant le tribunal qui, 2 ans plus tôt, a jugé son fils. Gaston se rétracte. Pendant son séjour en prison, Gaston est déjà revenu sur ses aveux, affirmant qu'il a été contraint de s'accuser pour mettre fin à la pression policière. Le dossier constitué contre Dominici ne contient donc plus beaucoup d'éléments concrets. La police ne peut même pas prouver qu'il est le propriétaire de la carabine, ni même qu'il a tiré. À chaque interrogatoire, la famille Dominici a raconté des histoires différentes. Le tribunal est présidé par Marcel Bousquet, qui présente le réquisitoire. Maître Émile Pollack conduit la défense et Maître Rosan représente l'accusation.
Le procès débute par un interrogatoire de Gaston Dominici qui insiste de nouveau sur le fait qu'on lui a extorqué ses aveux. Il revient à sa première version des faits, disant qu'il s'est levé vers 5 heures et a mené ses chèvres au champ. Ce n'est que plus tard, dans la matinée, vers 8 heures, en rentrant à la ferme, qu'il a entendu parler des meurtres. Gustave est lui aussi revenu sur ses déclarations. L'accusation de Gaston repose donc principalement sur la déclaration de Clovis, révélant que le vieil homme a admis avoir tué les Dromons. La plupart des spectateurs s'aperçoivent bientôt que de nombreuses questions restent sans réponse et qu'elles ont été éludées par l'enquête de police. Devant le tribunal, le docteur Dragon pose la question de savoir comment les pieds nus de la fillette ont pu rester propres, sans trace de coupure, malgré sa fuite désespérée sur un terrain pierreux. Le docteur Dragon est toujours persuadé qu'Elisabeth est morte 2 ou 3 heures après ses parents, et ce, malgré les affirmations contradictoires des experts. Maître Pollack fait ressortir que la police n'a pas donné suite aux déclarations de certains témoins qui ont vu plus d'une personne près du terrain de campement pendant la nuit, pas plus qu'elle n'a expliqué les contradictions existantes dans les aveux de Gaston Dominici. Il suggère que Clovis Dominici, Roger Perrin et Paul Maillet, en accusant Gaston, cherchent peut-être à régler de vieilles querelles. Personne n'a essayé de savoir si Roger Perrin a passé la nuit du crime à la ferme, ce qui est pourtant un point essentiel de l'enquête. Et les témoins se succèdent pour contredire leurs déclarations antérieures. Finalement, le 28 novembre 1954, les membres du jury se retirent pour délibérer. 2 heures plus tard, Gaston Dominici est déclaré coupable du triple meurtre et condamné à la peine de mort. Gaston Dominici est à peine sorti de la salle que des protestations s'élèvent contre ce verdict et la manière dont le procès a été mené. Les critiques dirigées contre le jugement permettent aux défenseurs de Gaston Dominici de demander une révision du procès. Ils s'appuient notamment sur de nouvelles déclarations du condamné. Celui-ci affirme qu'après avoir entendu des coups de feu, il est descendu dans la cour et a vu Gustave et Roger revenir du campement. Il prétend également avoir surpris une conversation entre Gustave et sa femme Yvette, lui apprenant que Roger a porté la fillette à l'endroit où on l'a retrouvée. Le sous-directeur des affaires criminelles, Charles Chenevrier, est nommé par François Mitterrand, alors ministre de l'Intérieur, pour mener une contre-enquête. Mais il doit vite se rendre à l'évidence. Les déclarations de Dominici sont incontrôlables. Un non-lieu est communiqué en novembre 1956. Il met fin aux investigations. Pourtant, près de 400 points demeurent encore sans réponse. 3 mois plus tard, une décision de grâce intervient. La peine de mort de Gaston Dominici est commuée en réclusion à vie. En juillet 1960, l'émission de télévision 5 colonnes à la une obtient l'autorisation de faire entrer des caméras à la prison des Baumettes pour y interviewer Dominici. Le spectacle donné par le vieillard émeut la France entière. Le 13 juillet, le général de Gaulle gracie le plus vieux prisonnier de France. Alors âgé de 83 ans, Gaston Dominici part vivre auprès de ses filles Augusta et Clotilde. 2 ans plus tard, il entre à l'hospice de Digne. Il meurt le 4 avril 1965. 13 ans plus tôt, les Dromons étaient enterrés au cimetière de Fort-Calquier. Depuis, la vérité sur leur meurtre n'a toujours pas été faite. C'est l'une des affaires criminelles les plus mystérieuses de l'après-guerre. Pourquoi la police a-t-elle négligé d'enquêter sur les déclarations des témoins, affirmant qu'ils ont vu plus d'une personne rôder près de la voiture des Dromons? Pourquoi n'a-t-elle pas cherché à savoir qui d'autre se trouvait à Grand-Air le soir du meurtre? Pourquoi n'a-t-elle pas cherché à résoudre les contradictions présentes dans la confession de Gaston Dominici? Si Gaston Dominici a réellement commis les meurtres au moment où les Dromons se préparaient à se coucher, pourquoi Gustave a-t-il menti en déclarant avoir entendu des coups de feu à 1 heure du matin? Gaston a-t-il oui ou non examiné les corps de Sœur et Lady Dromont? Et si oui, pourquoi a-t-il tout d'abord affirmé le contraire? Comment se fait-il que la petite Elisabeth n'ait pas eu les pieds sales ou coupés? Et quel est le motif de ce crime, puisqu'il semble que rien d'important n'a été volé? Dans ses notes sur l'affaire Dominici, Jean Giono écrit « Je ne dis pas que Gaston Dominici n'était pas coupable. Je dis qu'on ne m'a pas prouvé qu'il l'était. » Plus de 40 ans après le drame, l'affaire Dominici n'a toujours pas été élucidée. Alain Dominici, le petit-fils, réclame la révision du procès, mais pour l'instant, la justice la lui refuse.